Le 16 septembre 2019, à Bridgetown, dans le New Jersey, la jeune Dulcie Maria Alvarez, âgée de 5 ans, joue à la balançoire avec son petit frère Manuel, 3 ans. À 30 mètres de là, dans la voiture, sa mère enceinte veille à distance sur eux en jouant à des tickets à gratter au loto et en aidant sa petite sœur à faire ses devoirs. Entre 16h et 17h, Manuel est en pleurs. Sa sœur avait disparu. Si tu aimes les histoires atypiques, de true crime, de paranormal et l'anglais, je t'invite à t'abonner, me suivre, liker la vidéo si elle te plaît, ou sinon non, à commenter et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, surtout sur TikTok et Instagram où je suis très présente, et sur Twitter. N'hésite pas à activer la cloche de notification également, cela ne mange pas de pain. Merci pour tous vos commentaires, j'essaie de tous les lire, mais je te laisse avec le générique. Nous sommes à Bridgetown dans le New Jersey. C'est une petite ville de 25 000 habitants à environ 45 minutes du sud de Philadelphie, nichée entre les champs et les fermes. Environ 50% de la population est hispanique selon le recensement. Donc les boutiques, les restaurants, les business aux environs sont consacrés aux populations latines. Et ce sont ces mêmes business qui vont plus tard diffuser les avis de recherche de Dulcie après sa disparition. Nous sommes le 16 septembre 2019 et la petite Dulcie Maria Alvarez a 5 ans. Elle est née le 25 avril à l'époque des faits, en 2014, à Bridgetown City. Dulcie est une très jolie petite fille. Je la trouve vraiment adorable, elle a des grands yeux en amande, elle a l'air totalement adorable, elle est super jolie, elle ressemble un petit peu à une asiatique, bon c'est une hispanique mais bon, et elle ressemble vraiment à une petite poupée. Elle faisait environ 3 pieds, donc ça fait moins d'1 mètre. Sa mère Noema Alavez Pérez l'a eue très jeune. À l'époque de la disparition de sa fille, elle n'avait que 19 ans. Je vous laisse faire le calcul, elle a donc eu sa fille à 14 ans. 2 ans plus tard, à 16 ans, elle donnait naissance au frère cadet de Dulcie, qui est Manuel. Manuel et Dulcie vivent avec leurs grands-parents à Bridgetown et Noema vit dans un appartement non loin de là. Donc c'est une espèce de garde partagée entre les grands-parents et Noema. Dulcie venait tout juste de rentrer à la crèche en ce septembre 2019 et le 16 septembre 2019, Dulcie vit une journée totalement normale à l'école. Noema va chercher ses enfants à l'école et avec elle, sa petite sœur cadette de 8 ans. Oui, rappelez-vous que Noema est très jeune, hein, elle a 19 ans. Elle emmène les enfants à une station-service où elle leur achète de la glace. Elle s'achète également des tickets de loterie à gratter, hein, vous savez, les fameux tickets qu'elle va gratter dans la voiture pendant que ses enfants sont en train de jouer dans un parc. Elle décide d'emmener les enfants au parc pour qu'ils dépensent un peu leur énergie débordante. Ce parc se nomme Bridgetown City Park. Il se gare près du terrain de basket et Dulcie et Manuel, qui a 3 ans, sortent en courant de la voiture pour se rendre au parc. Noema reste dans la voiture avec sa petite sœur et j'ai lu différentes versions. Dans certaines, les deux étaient en train de gratter des tickets de loto et dans une autre version, elle était en train de l'aider à faire ses devoirs. Et elle surveillait en même temps le parc pour savoir ce que faisaient ses enfants de 5 et 3 ans, on rappelle. Beaucoup ont critiqué le fait qu'elle soit restée dans la voiture après que ses enfants aient couru hors de la voiture pour aller dans le parc, que c'était imprudent, inconscient, dangereux. Personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais, même avec des enfants un peu plus âgés. Là, 3 et 5 ans, c'est quand même très jeune, même si sa voiture avait pleine vue sur le parc. Je trouve que c'est quand même un petit peu
exagéré. Mais ce n'est que mon avis. Dites-moi vos avis en commentaire. Noéma était certes très jeune, 19 ans, et elle avait une très bonne visibilité sur le parc. Et je me dis que peut-être dans ce quartier, c'était peut-être un peu l'habitude de laisser les enfants se débrouiller seuls. Bon, un conseil, ne faites jamais ça. Donc Noéma dit qu'elle pouvait observer pleinement toute la zone, tout le parc, depuis la voiture. Et la seule zone qu'elle ne pouvait pas voir était celle des balançoires parce qu'il y avait un espèce de lopin de terre qui cachait cette partie-là. Bon. Donc à chaque fois qu'elle ne les voyait pas, elle pensait naturellement qu'ils étaient au balançoire. Mais après 10 minutes, elle commence à s'inquiéter. Elle sort de la voiture avec sa petite sœur et elles aperçoivent ensemble le petit Manuel qui était en train de pleurer. Elles se rendent compte que à côté de lui, au sol, une glace renversée. Elles pensent que c'est la raison pour laquelle il pleure. C'est sûr qu'une bonne glace à l'italienne qui nourrit le sol et les fourmis, c'est une bonne raison pour pleurer. Je souhaite que ça soit la seule raison pour laquelle vos enfants et même vous-même pleureront. Cependant, Noéma et sa sœur ne voient Dulcie nulle part. Et quand elle demande à Manuel où elle est, le petit garçon qui a 3 ans fait des phrases incohérentes, ne les termine pas, il a 3 ans, et il pointe du doigt des petites constructions qui se trouvaient proches du parc. Je vais vous les montrer. Il s'agissait de locaux, vous savez, où on entreposait le matériel d'entretien du parc, tout ce qui était tondeuse à gazon, tout ce qui servait à balayer, bref, tout ce qui servait au maintien du parc. Et près de ces constructions, plus inquiétant, un chemin qui permettait d'accéder directement à la rue. Noéma va voir ces buildings et constate qu'ils sont fermés. Manuel dit que la dernière fois qu'il l'a vue, elle jouait non loin de là. Mais il se perd dans ses explications, évidemment il a 3 ans, c'est un très petit garçon, mais il continue à pointer du doigt ces buildings. Noéma inspecte les lieux, elle continue à chercher Dulcie, tentant de ne pas céder à la panique, mais rapidement elle va appeler la police. Vous connaissez ce moment où on tente de ne pas paniquer alors qu'on sait très bien que quelque chose de mauvais va arriver par la suite, mais on essaie tant bien que mal de garder son calme. Et bien c'est exactement l'état dans lequel Noéma se trouve. Le calme avant le tsunami dans notre cas. Noéma se dit que sa fille joue peut-être à cache-cache à ce moment-là et je trouve ça horrible. Ce jour-là, il y avait peu de personnes dans le parc, seulement un homme et ses fils qui sont partis au moment où ils étaient arrivés. Et un groupe de filles qui jouaient sur le terrain de basket, non loin de là où ils s'étaient garés, rappelez-vous. En gros, ce jour-là, ils avaient eu le parc pour eux, donc il était désert, ce qui n'est pas forcément rassurant. Elle cherche encore Dulcie, comme j'ai dit, avant d'appeler la police, et c'est d'une voix tremblante, entrecoupée de sanglots qu'elle va s'adresser à la police et raconter toute l'histoire. Elle rapporte également les paroles des filles qui se trouvaient sur le court de basket et leurs révélations sont terrifiantes. Elles disent qu'elles ont vu la petite fille courir, puis 2 hommes, un homme noir et un Mexicain avec 2 enfants. Les filles sur le terrain de basket ont vu un homme noir dans une voiture rouge avec des fenêtres teintées qui s'est arrêté à côté des buildings utilitaires juste quand Dulcie courait vers ces mêmes buildings. Donc évidemment, on imagine très facilement le scénario cauchemardesque, un enlèvement par cet homme qui aurait cette voiture rouge aux vitres teintées. La police arrive rapidement sur les lieux et commence à rechercher la fillette à l'aide des chiens renifleurs et ils vérifient les caméras de sécurité disponibles, mais rien. Rien ne ressort, aucune piste. Le lendemain, aucune nouvelle de Dulcie. Et vous savez que ô combien les heures qui suivent l'enlèvement d'une personne, et en particulier un enfant, sont importantes. Et c'est seulement à 10 h du soir le lendemain, donc le lendemain de la disparition, que la police lance l'alerte Amber. Donc c'est l'alerte d'enlèvement d'enfants. Et je trouve ça un petit peu inutile de la lancer aussi tard. C'est un petit peu comme construire un hôpital en bas d'un pont cassé. Aucune utilité quoi. Il diffuse les détails sur Dulcie, sa description physique et vestimentaire, un t-shirt jaune où on apercevait un éléphant et un pantalon noir et blanc. Dans l'alerte, il diffuse aussi la description d'un homme. Alors, je n'ai pas trop compris comment ils ont trouvé
une telle description d'un potentiel suspect, mais peut-être se sont-ils basés sur les témoignages des filles sur le cours de basket. Alors cet homme des environs est hispanique, il est très mince, il mesure à peu près 1m70 et il a entre 30 et 35 ans avec de l'acné sur tout le visage. Oui, il y en a qui ont l'acné tardif. J'ai déjà vu des gens qui ont eu aussi une varicelle tardive, hein. Mais bon, c'est un autre sujet. Il portait un pantalon rouge, des chaussettes oranges. Si on le retrouvait pas avec ça, le mec, c'était pas un homme, c'était un panneau de signalisation. Il avait aussi une casquette blanche de baseball et un t-shirt noir. Noéma dit que Dulcie n'avait pas du tout l'habitude de parler à des inconnus, étant donné qu'elle l'avait averti en tout point sur ce fait. Elle lui avait même dit que si quelqu'un cherchait à lui faire du mal, à l'enlever, elle devait crier très fort. Donc elle a dit que c'était pas du tout dans ses habitudes de suivre quelqu'un. Donc il reste deux solutions. Soit elle y a été forcée, soit on l'aurait manipulée adroitement, soit ça serait quelqu'un qu'elle connaîtrait potentiellement. Beaucoup de gens vont l'aider dans ses recherches. Le parc était assez grand. Il faisait environ 404 hectares. Il cherchait aussi des indices, hein, comme des bouts de cigarettes, de chewing-gum ou n'importe quoi qui puisse leur donner un potentiel ADN, mais rien d'exploitable. Le 18 septembre, une veillée est tenue au parc pour maintenir l'attention sur l'affaire. C'est une veillée assez religieuse. Des flyers sont posés sur toute la ville. La communauté est assez soudée vu que quasiment tout le monde connaissait Dulcie. Le 19 septembre, la famille lance un appel à l'aide dans les médias. La récompense est alors fixée à 20 000 $ pour toute personne ayant des infos relatives au suspect. Mais même avec cette perspective, rien. Aucune information, aucun appel. La police n'a aucune piste. C'est terrifiant. Imaginez-vous une personne qui s'arrête en voiture, qui a repéré un enfant ou une personne, la forçant à entrer dans la voiture et disparaissant à jamais, vu que c'est une voiture, donc c'est très facile de disparaître dans une autre ville et se faire oublier. Malheureusement, sur internet, les internautes vont commencer à soupçonner Noéma d'avoir monté l'affaire de toutes pièces et d'avoir, c'est vraiment horrible, d'avoir organisé l'enlèvement de Noéma et l'avoir vendue à un trafic humain. Oui. Et évidemment, beaucoup critiquent la manière dont elle a laissé ses enfants jouer dans un parc alors qu'elle restait dans sa voiture. On accuse aussi Noéma de ne montrer aucune émotion quant à l'enlèvement de sa fille, quant à la disparition de sa fille. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de code pour la tristesse. Je pense que parfois, il y a certaines personnes qui sont tellement choquées et le ciel leur tombe tellement sur la tête qu'ils paraissent apathiques, alors qu'en fait, c'est parce qu'ils sont anéantis. Mais bon, il est vrai que, et je vous mettrai un lien dans la description, son attitude est vraiment bizarre. Après, c'est selon moi, mais je pense qu'en règle générale, on ne peut pas juger la tristesse de quelqu'un. C'est personnel à chacun. S'il y avait des codes, il n'y aurait pas des études, carrément des départements au FBI qui seraient consacrés au comportement, à l'étude du comportemental humain. Je pense que tout le monde réagit différemment aux épreuves de la vie et on ne devrait pas juger selon les modèles mentaux qu'on a. Mais sur internet, les rumeurs vont bon train. Les gens pensent de plus en plus que Noéma a vendu sa fille. Noéma a même fait une interview avec le Dr Phil. Alors Dr Phil, je vous explique, c'est un show américain qui traite un petit peu de tous les sujets de société comme les familles dysfonctionnelles, les enlèvements d'enfants, l'enfance en général. Dr Phil va qualifier après cette interview Noéma de quelqu'un de plat émotionnellement, qui ne manifeste pas beaucoup d'émotions et qui n'a jamais vu un parent réagir comme ça suite à l'enlèvement de son enfant. Il dit que elle était vraiment apathique et il trouvait ça bizarre. Mais évidemment, il n'existe aucune preuve à l'heure actuelle de l'implication dans quoi que ce soit de Noéma dans un probable enlèvement d'enfant. Non. Il n'y a rien de tout cela. Les rumeurs contre Noéma sont aussi alimentées par le fait que le lendemain de la disparition de Dulcie, Noéma a été vue en train de manger négligemment une part de pizza pendant que la police faisait des recherches intensives dans le parc. Je pense qu'au bout d'un moment, elle avait peut-être faim, c'est tout. Comme quoi les gens jugent sans savoir. À ce moment-là,
de la journée. Elle avait peut-être pas mangé et en plus de surcroît, elle était enceinte. Donc c'était peut-être pour se nourrir. Peut-être quelqu'un lui avait fait la remarque, hein, nourris-toi, t'es quand même enceinte. Donc je trouve ça un petit peu cruel de juger un parent qui est dans le désarroi, qui juste se nourrit. On va demander à Noéma si quelqu'un de son cercle proche aurait pu enlever Dulcie, tout simplement, et elle répond que non. On lui demande aussi si elle a des ennemis. Elle dit qu'à part quelqu'un qu'elle a gentiment recalé, qui lui avait fait des avances, personne en particulier. Donc, aucune piste valable. Et encore une fois, hein, toutes les rumeurs contre elle, je pense que le fait de lui reprocher d'avoir mangé une part de pizza, c'est un petit peu comme ceux qui te reprochent de respirer. Laissez les gens respirer, laissez les gens vivre tout simplement, laissez les gens faire des vidéos, ne pas en faire, respirer du CO2 à plein poumon. Non, pas ça. Le 20 septembre, on augmente la récompense à 25 000 $. Puis le lendemain, à 35 000. On sort même des poupées de la Reine des Neiges, vu que c'était le dessin animé préféré de Dulcie. Vous voyez un petit peu le désarroi dans lequel les enquêteurs et tout le monde se trouve si on augmente quotidiennement, j'allais dire la rançon, la récompense. Des semaines plus tard, il n'y a toujours pas de nouvelles. C'est comme si Dulcie s'était évanouie dans la nature. Le 9 octobre, la police réalise le portrait robot du suspect. Vous remarquerez les boutons. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'ils ont pu faire un portrait robot de ce gars-là. C'est assez flou. La récompense va également être augmentée à 52 000 $, ce qui est très triste, comme je l'ai dit, parce que ça montre clairement que rien n'avance. Ils mettent des panneaux d'affichage avec l'avis de disparition, mais pas de piste, rien. Le 16 novembre, une veillée est organisée. Alors, les théories sont multiples sur l'enlèvement. Évidemment, en numéro 1, et je pense que c'est pour moi la théorie la plus plausible, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais et c'est selon Noéma également, c'est sa théorie, le kidnappeur serait le fameux homme aux vannes rouges et aux vitres teintées. Je pense que c'est vite fait. Quelqu'un pourrait kidnapper un enfant très rapidement, surtout qu'elle se trouvait proche du chemin qui menait à la route, à côté de ces buildings de maintien du parc. Et le fait qu'il n'y ait rien sur les caméras de surveillance prouve que c'était peut-être un acte prémédité. Le gars savait très bien comment ne pas se faire repérer et il y a énormément de prédateurs autour des lieux enfantins, hein, comme des parcs, des écoles. Ça, malheureusement, on sait qu'on vit dans un monde qui n'est pas du tout sain. Il y a énormément de prédateurs qui guettent. On le sait, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc je pense que c'est la théorie la plus probable. Pour expliquer le fait que Dulcie n'ait pas crié comme sa mère lui avait conseillé, hein, elle lui avait donné des petits tips, hein, des petites astuces. Vous vous rappelez, si jamais quelqu'un venait à lui faire du mal, je pense que la personne était assez rodée pour s'équiper de, par exemple, de chloroforme, pour vite l'endormir, ou malheureusement utiliser des substances, ou lui mettre tout simplement la main sur la bouche, hein, c'est vite fait, elle avait juste 5 ans. Voilà, quant à savoir pourquoi la personne n'a pas enlevé les 2 enfants, c'est simple, c'est plus simple d'enlever un seul enfant quand on est seul. Et peut-être qu'il s'intéressait davantage à une petite fille qu'à un petit garçon. Je pense que c'est l'hypothèse la plus plausible. Et peut-être était-ce quelqu'un qu'elle connaissait tout simplement, donc elle l'a peut-être suivi de son plein gré. Ou a-t-il usé de ruses, de manipulation, hein. Malheureusement, un enfant de 5 ans est assez manipulable, même si on l'a averti maintes et maintes fois. Peut-être que quelqu'un lui a dit « Ah, tu veux pas parler aux étrangers, mais maintenant qu'on parle... » On n'est plus des étrangers, vous voyez un petit peu ce type de manipulation. Enfin, j'espère que vous voyez pas, mais vous me comprenez. Une autre théorie, Noéma dit que le FBI a contacté le père biologique de Dulcie. Alors il faut savoir que Noéma l'a eu très très jeune, hein, comme j'ai dit. Elle partageait la garde avec les grands-parents, donc ses parents à elle. Mais cette petite avait un père, logiquement, qui ne l'a pas reconnu, il pensait que c'était pas sa fille, hein, tout simplement, et s'est totalement détaché, hein, détaché de toute responsabilité, mais en voyant que sa fille lui ressemblait fortement, il s'est dit pourquoi pas demander la garde, hein. Donc à partir des
1 an ou 2 ans de Dulcie, il s'est battu, il a annoncé vouloir se battre pour la garde de Dulcie. Après, je trouve que c'est pas très plausible étant donné le fait que s'il se battait légalement en justice, pourquoi enlever sa fille? Je veux dire, tu l'enlèves, tu perds tous tes droits et tu peux aller potentiellement en prison. Donc c'est assez tiré par les cheveux. Et puis de toute façon, le FBI qui l'a interrogé a déclaré que Edgar Perez n'avait rien à voir dans tout ça. Donc Edgar Perez, le père de Dulcie, et qu'il était innocent. Troisième théorie, évidemment, Noéma, le fait qu'elle ait peut-être vendu sa fille, ce qui expliquerait son manque d'émotion. Et je vous invite à regarder l'émission avec Dr Phil parce que ça vaut vraiment le détour. C'est vrai qu'elle répond sans émotion. Tout simplement, on dirait un robot. Voilà, je peux pas dire mieux, mais ce n'est que mon avis. Mais je pense que c'est partagé par pas mal de personnes. Hein. J'ai regardé un petit peu les commentaires. Il y avait peu de personnes qui la défendaient. Après, je vais pas me ranger derrière l'avis de plusieurs personnes. Je me suis d'abord fait mon avis. Mais il est vrai que c'est assez malaisant. Comme on dit, à un moment donné, il lui demande « Est-ce que vous l'avez vendu du coup à un réseau ?» Elle dit non, mais c'est un petit peu robotique. Je sais pas. Après, chacun réagit comme il réagit, en fait, il ou elle réagit. Chacun sa peine, hein, chacun ses démonstrations de joie et de peine. Mais là, ça fait quand même très très apathique. Ça manque d'empathie, ça manque de sentiments. Voilà, peut-être qu'elle était tellement choquée, tellement triste, que justement ça lui est arrivé comme une montagne et elle n'arrivait même plus à réagir normalement. Je ne sais pas. Je pense aussi que c'est dû au fait que Dulcie a été élevée exclusivement par ses grands-parents, étant donné qu'elle l'a eu quand même à 14 ans, donc c'était un petit peu comme ses parents de substitution, si je peux m'exprimer ainsi. Et en plus, elle avait une garde partagée avec les grands-parents, donc c'est un schéma familial assez, je dirais pas dysfonctionnel, mais atypique. Donc peut-être que c'était sa fille, mais elle n'avait pas ce lien comme une mère a normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, dans l'interview, elle a l'air vraiment spectatrice de sa propre vie. On dirait qu'elle est sans vie, qu'elle a le regard vide, fixe. Et elle répond comme répondrait un robot, comme répondrait Siri. Noéma avait 2 portables que la police va analyser. On va lui en rendre un. Dans l'interview de Dr Phil, j'ai oublié de préciser que Noéma dit qu'on l'a soumise à un test du polygraphe, hein, vous savez, pour savoir si on ment ou pas. Et Dr Phil lui demande quels sont les résultats. Elle dévoile le fait qu'on ne lui a pas dévoilé justement les résultats. Donc on ne saura jamais si, selon le polygraphe, elle ment ou pas. En février 2020, la récompense est montée à 75 000 $. En mars 2020, il y a un espèce de plot twist. 3 lettres vont être envoyées dans l'Ohio. 2 lettres et une carte postale. Un courrier dans une bibliothèque publique qui va être envoyé depuis Austin Town. Et les courriers contenaient l'avis de recherche de Dulcie et des coordonnées géographiques. La police va prendre ces coordonnées très au sérieux et va fouiller au peigne fin cette zone. En vain. C'est la zone de Youngstown 76 Auto Truck Plaza dans l'Interstate 80. Des polices, des chiens, des drones vont fouiller les 16 hectares de la zone par infrarouge, mais rien. Le courrier envoyé était relié au Mexique et à un casino. Oui, pas le magasin, mais un casino où on joue. La lettre faisait 2 pages et venait de Cleveland. Elle était écrite à la main. Alors le contenu des lettres n'a pas été rendu public malheureusement, mais on a certains mots qui ont fuité comme Alaska, frontière, Mexique, 1776, enfant, orphelinat. La 3e lettre a été découverte dans une boîte aux lettres d'un glacier à Wethersfield. Et là encore, c'est la même écriture que dans les autres lettres, donc on suppose que c'est la même personne, mais qu'on n'arrive toujours pas à tracer. Le FBI va un petit peu retourner sa veste et se retourner vers la piste de l'enlèvement par le père éventuellement. Vous savez qu'il y a beaucoup de rebondissements dans les enquêtes et parfois on reconsidère les suspects. Naoma qui était enceinte va donner naissance à une petite fille et elle a déclaré que
Dulcie aurait adoré avoir une petite sœur et qu'elle aimerait qu'elle soit là, à la maison. En tout cas, après 1 an d'enquête, j'ai lu dans les articles que la police pensait que Dulcie était toujours en vie et qu'elle avait été enlevée. Quelles sont vos théories? Personnellement, j'ai vraiment hâte de les lire parce que je suis un petit peu perdue. C'est vrai qu'il n'y a aucune piste dans cette affaire. Selon moi, ce serait un détraqué qui aurait enlevé Dulcie. Je pense que avec le peu d'indices qu'on a, j'espère qu'un jour le voile sera levé sur toute cette affaire, mais je pense vraiment qu'elle a été enlevée par un détraqué qui a dû préméditer ça, comme j'ai dit précédemment, avec les caméras de surveillance qui n'ont rien pris comme par hasard. Je pense qu'il rôdait dans le coin et qu'il avait repéré un petit peu, voilà, et qu'il a foncé en voyant qu'il n'y avait pas d'accompagnateur juste ce jour-là. Que pensez-vous des lettres? Est-ce le meurtrier? Est-ce un troll? L'avenir nous le dira. N'oubliez pas de regarder l'interview, elle n'est pas très longue. Dites-moi ce que vous en pensez, si comme moi tu trouves ça bizarre. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, partager, liker, commenter, me suivre sur les réseaux sociaux et tutti quanti. Mais je te laisse, and remember, you rock.